je vais maintenant faire un graphe. Ici, vous avez lambda. Là, c'est 0. Ici, vous avez, je vais tracer E de lambda. Bien, il est clair qu'on a 0 jusqu'à une certaine valeur lambda c critique. C'est une fonction concave. Nulle près de l'origine, donc elle est décroissante. Et après, elle fait quelque chose comme ça. Donc, il y a une valeur critique du paramètre à partir de laquelle l'énergie devient négative. Alors, si l'énergie devient négative, strictement négative, on sait, à nouveau théorie classique des équations de Schrödinger, qu'il existe un véritable état fondamental sur cette partie-là de la branche. En fait, je me suis rendu compte en regardant ceci, et je ne suis pas sûr que ça existe dans la littérature, qu'on peut construire une sorte d'état fondamental pour lambda critique, mais je le mets entre guillemets, et superposé à ce schéma-là, je vais maintenant dire que lorsqu'il existe un état fondamental dans cette partie-là de la courbe, il n'existe pas de solution V. Donc c'est le contraire des états fondamentaux. Tandis que là, il n'y a pas d'état fondamental, et on va voir qu'il existe un V. En général, pour lambda critique, il n'existe pas de V, mais ça, Donc, pour bien montrer que ce ne sont pas les états fondamentaux, ça existe précisément, mes objets, quand les états fondamentaux n'existent pas. Et réciproquement. Donc, ce qui est assez raisonnable parce qu'on a des sortes d'états fondamentaux généralisés, mais on n'a pas le même comportement. Donc, c'est une question qui, même du point de vue des opérations Schrödinger, est assez amusante. Donc, voilà la situation. Vous voyez bien qu'on a bien l'idée que pour lambda petit, ça marche, pour lambda grand, ça ne marche pas, que pour f négatif petit, ça marche, et que pour f suffisamment négatif, ça ne marche pas. C'est totalement cohérent. Et on dispose en fait d'un critère beaucoup plus précis que ça. Si l'énergie fondamentale est strictement négative, il n'existe pas de solution. Et si l'énergie fondamentale est nulle et est nulle pour θ fois f où θ est plus grand que 1, alors il existe une solution. Alors, l'existence d'un état fondamental lorsque l'énergie est strictement négative est complètement classique. Je reviendrai sur le cas lambda critique. Donc, je vais commencer par lambda plus grand que lambda critique. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il existe un objet que je vais baptiser phi0, le 0 faisant référence à l'état fondamental, plus lambda f phi0, est égal à une certaine énergie, bien qu'il n'est rien d'autre que E. E de lambda, je ne réécris pas le E de lambda, fois phi0. Et E, là-dedans, est strictement négatif. Et phi0 tend vers 0 à l'infini, en fait, il est dans L2. Mais en fait, phi0, c'est une analyse totalement standard. Regardez à l'infini comment ça se passe. À l'infini, f est nul, et vous avez cette équation à coefficient constant, moins Laplacien, moins E. Moins E est positif. Eh bien, ça vous dit que phi0 décroît exponentiellement à l'infini, avec quelque chose qui est, je vais mettre ça entre guillemets parce qu'il y a des potentiels supplémentaires, il y a des puissances de x, mais grosso modo, ce que vous avez ici, c'est e puissance moins racine de la valeur absolue de e fois x. Je mets ça, il y a des x à la puissance des moins 2 qui flottent, mais ça n'a pas d'importance. Ça se comporte comme
Ça se comporte comme la fonction de Green de moins Laplacien moins E. Et donc, vous avez une véritable décroissance exponentielle. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y a pas d'état comme ceci sous exponentiel. En effet, du fait que phi se majore, phi est sous-exponentiel, et que phi 0 décroît très vite, on a le droit de multiplier l'équation par phi, donc les comportements asymptotiques de phi et de phi 0 autorisent, c'est un petit truc à justifier, autorisent le fait qu'on puisse multiplier l'équation de phi par celle de phi 0 et intégrer sur RD tout entier. Pourquoi? Parce qu'on a des termes de bord qui, grosso modo, correspondent à du phi ou des dérivés de phi, mais c'est la même chose, du phi ou des dérivés de phi par phi 0 ou des dérivés de phi 0. Ben, phi, il tend, s'il croît, plus lentement que n'importe quel exponentiel, tandis que phi 0 décroît comme une exponentielle. Donc ça tue les termes de bord, les termes d'intégration par partie. Et donc, si je fais ça, je ne me soucie plus des termes de bord et je récupère, bien entendu, que E fois l'intégrale de phi 0 phi vaut 0. E est non nul, phi 0 et phi sont strictement positives. On a une contradiction qui montre qu'il n'existe pas de solution. Bien. Alors, sur ce fait-là, sur les équations de Schrödinger, j'y reviendrai dans un instant, parce que ça m'a amusé de réaliser. J'ai un certain passé sur ces problèmes d'équations de Schrödinger à cause des modèles de mécanique quantique. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Bon, ça ne prouve pas que ce n'est pas dans la littérature. Plus personne ne sait ce qu'il y a dans la littérature, de toute façon. Alors, donc, en ce qui concerne en tout cas pas moi, le premier point, c'est-à-dire le fait qu'il existe une solution lorsqu'on est dans la zone où il n'y a pas d'état fondamental, l'énergie fondamentale est identiquement nulle. Eh bien, je cherche une solution qui tende vers 1 à l'infini. Je vais baptiser phi égale 1 moins psi. Si je fais ça, qu'est-ce que je récupère? Bien, je vais récupérer que moins Laplacien psi plus f psi est égal à f. Et je vais chercher une solution avec gradient psi dans L2 et toujours par Sobolev que psi est dans L2D sur D-2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par psi et je dis que l'intégrale de f psi est égale à l'intégrale de gradient psi carré plus f psi carré. La belle affaire. Alors, si lambda est strictement plus grand que lambda critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de gradient phi carré plus quelque chose, je vais baptiser lambda prime fois phi 2 est positif ou nul, en glissant un lambda prime qui est plus grand que lambda et qui est inférieur à lambda critique. En fait, je dis une bêtise, il suffit de prendre lambda critique. Pas la peine d'introduire 36 lambda. Ça, c'est toujours vrai. Et donc, si je mets lambda à la place de lambda critique, eh bien, j'ai ici lambda sur lambda critique, cette inégalité. Mais ça, c'est strictement plus petit que 1. Je l'appelle θ, c'est strictement plus petit que 1. Et donc, certainement, ceci est supérieur à 1 moins θ intégrale de gradient psi carré. Voilà mon inégalité d'énergie qui me démontre l'existence. C'est comme tout à l'heure, j'obtiens des estimations a priori. Donc on voit, parce que l'on a un peu de marge, parce que l'énergie
permet de contrôler en fait l'énergie cinétique de la particule, alors on arrive à obtenir un contrôle de la solution de cette équation et le tour est joué. Quand on est strictement négatif, bah, c'est une catastrophe. Et il y a le cas douteux. Alors le cas douteux, on peut montrer qu'il n'existe pas de telle solution. C'est-à-dire que là, je suis obligé, pour la non-existence, je suis obligé de dire qu'il n'existe pas de solution qui tende vers 0 à l'infini, parce que je vais avoir moins de décroissance. Alors, c'est une remarque amusante. Comme je n'écrirai jamais et que le cours est enregistré, c'est bien qu'il y en ait une trace, je vais la faire. Remarque, pour lambda égale lambda critique, il existe un phi0 tel que gradient phi0 soit dans L2 strictement positif, tel que phi0 soit dans L2D sur D-2. En fait, phi0 se comporte comme phi0 se comporte comme à l'infini comme le potentiel newtonien. Donc, si on veut sa décroissance, ce n'est pas une décroissance exponentielle. Bon, ça, c'est moins précis en termes de décroissance, mais plus précis en termes de régularité. En fait, le phi0 est régulier et décroît comme le potentiel newtonien, qui résout moins Laplacien phi0, pardonnez-moi, plus lambda critique fois f phi0 égale à 0. Donc, on est dans le bord du spectre continu, et plongé dans le spectre continu, on a un état fondamental. Plongé sur le bord du spectre continu, on a un état fondamental. Ça, ce n'est pas des objets qui sont faciles à obtenir. Hein. Ce qui est facile à obtenir, c'est quand l'énergie fondamentale est strictement négative, tout marche bien. Style un potentiel coulombien. Bon, l'énergie est strictement négative, boum, il y a un état fondamental, explicite en plus, mais bon, peu importe. Bien. Alors, voici la démonstration. Donc, pour lambda critique, l'intégrale de gradient phi moins lambda critique phi 2, avec un plus et avec un f, n'est pas supérieur ou égal, il n'existe pas de delta positif tel qu'on est ceci. Parce que s'il y avait un delta, on pourrait, c'est exactement le même argument que tout à l'heure, on pourrait pousser lambda un peu plus loin. Et donc, en prenant delta égale quel que soit phi. Donc, ça veut donc dire que si je prends delta égale 1 sur n, je peux trouver un phi n avec l'inégalité inverse. Donc, vous prenez delta égale 1 sur n. Vous trouvez un phi n, comme c'est homogène, je peux normaliser phi n pour que l'intégrale de gradient phi n carré soit 1, et tel que l'intégrale de gradient phi n carré plus lambda critique intégrale de f phi n carré soit inférieur à 1 sur n. Et ça, c'est toujours positif ou nul. En d'autres termes, cela veut donc dire que l'intégrale de f phi n carré tend, quand n tend vers l'infini, vers moins 1 sur lambda critique. Et puis, espace de Hilbert, à une sous-suite près, je peux supposer que phi n converge faiblement vers phi, c'est au sens où les gradients phi n convergent faiblement vers gradient phi, que phi n converge faiblement dans L2D, ça c'est dans L2, dans L2D sur D-2 vers phi, mais aussi par le théorème de Rayleigh-Kondrashov que phi n converge dans LP log vers phi fortement pour tous les p inférieurs strictement à 2D sur D-2.
Donc ça veut dire que lorsque je regarde, il y a un carré ici, lorsque je regarde f phi n carré, sur toutes les boules, ça converge vers f phi carré. Et à l'infini, f tend vers 0 à l'infini. Pensez à f à support compact, donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur d'une boule. Donc en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que l'intégrale de f phi n carré converge vers l'intégrale de f phi carré. Et que ça vaut quelque chose qui est strictement négatif, c'est-à-dire que phi est non nul. En fait, je suis en train de faire de manière cachée, là. Ça suffit dans ces cas-là, la variante simplifiée de la méthode de concentration-compacité pour simplifier par Brésil libre dans les cas où ça marche bien. Et donc, maintenant, si je regarde l'intégrale de gradient phi n carré, en me servant de tout ça, ben, je peux toujours écrire ça, l'intégrale de gradient phi carré, plus l'intégrale de gradient phi n moins phi carré. Moins 2. Alors ça me fait l'intégrale de gradient phi n carré, moins 2 fois l'intégrale de gradient phi n phi. Alors, je ne sais plus ce que je suis en train de... oui, c'est pas comme ça que j'aurais dû l'écrire, mais enfin, bon, peu importe, maintenant qu'on y est. Moins 2 gradient phi n phi, et au sens de plus, moins 2 fois l'intégrale de gradient phi carré. Voilà. Allez, c'est bon comme ça. De manière un peu compliqué d'écrire les choses pour faire un développement du double produit, mais comme ça marche. Et qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, ça ne bouge pas. Ça vaut 1. Ça ne bouge pas. Ça, c'est positif ou nul. Et ça tend vers 0 par la convergence faible. Et donc, ce que je sais, c'est que l'intégrale de gradient phi carré est inférieure à 1. En fait, elle doit être égale à 1 parce qu'on a toujours, grâce à la positivité, et donc en fait, il y a convergence forte de phi n vers phi dans l'espace de Beppe-Lévy. Bah, ça, c'est positif ou nul. Donc ça, c'est inférieur ou égal à 1, et ça vaut exactement moins 1 sur lambda critique. Donc ça, c'est négatif ou nul, donc c'est nul. Donc en fait, c'est égal à 0, intégrale de gradient phi carré est égale à 1, et ça veut donc dire que phi est un point de minimum de cette énergie, et c'est comme ça que j'ai construit un état fondamental plongé dans le bord du spectre continu. Bon, je suis allé très vite. C'est en fait, il y a des arguments derrière de concentration-compacité cachée. On découpe en deux morceaux qui sont phi et phi n moins phi. Et puis on conclut facilement. OK, donc ça c'est vraiment relativement anecdotique, mais une fois que l'on a construit un tel état fondamental généralisé, c'est comme cela que l'on peut se convaincre qu'il n'existe pas de solution phi associée au V que je cherche. Voilà, je vous en ai dit beaucoup sur ce problème-là. On voit que quand même, comme toujours, ces problèmes consistants, et on va retrouver ça dans un instant, que ces problèmes consistant à analyser ce qui se passe près de défauts, près de singularités. Donc tout ça, je vous ai fait un défaut localisé. Maintenant, on pourrait tout reprendre en prenant un défaut le long d'une interface. On a deux situations qui sont bien organisées, bien régulières, séparées par une interface. Et on veut zoomer près de l'interface pour comprendre ce qui se passe pour toutes les équations de la physique et de la mécanique. Bon, alors donc, c'est encore plus compliqué. Je n'ai évoqué un certain nombre d'aspects si vous avez deux parties périodiques
le problème sur l'interface devient quasi-périodique, d'où mon séminaire sur l'homogénéisation quasi-périodique au début de l'automne. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Bon, après, je dois dire, si on veut être un peu réaliste, qu'est-ce qu'il y a d'autre une fois qu'on a compris une interface, une fois qu'on a pris les défauts localisés? Bon, après, on peut avoir des situations très techniques où plusieurs surfaces de défauts se croisent. Bon, OK. Mais après, on s'arrête, ça suffit, quoi. Déjà, le croisement de 2, 3, c'est un miracle que ça se croise aux mains. Enfin, un miracle. En dimension 2, si vous regardez des défauts dans les cristaux, des choses comme ça, hein, d'avoir des situations qui vont toutes se rejoindre en un point, c'est quand même pas générique. Quant en dimension supérieure, n'en parlons même pas. Bon. Donc, dans les solides, plus que les cristaux, donc, cela paraît être les deux cas, les deux cas à comprendre. Donc là, je vous ai fait essentiellement, simplement avec l'outil du quasi-périodique au début de l'année, je vous ai fait que des défauts localisés. Alors, l'intérêt de cette problématique, il consiste à se dire qu'est-ce qui se passe, comment des défauts perturbent et de manière fine le comportement des solutions dans des modèles mathématiques. On voit que cela conduit à des problèmes dans l'espace tout entier qui nous poussent dans nos derniers retranchements, enfin, qui nous font sortir de ce qui est habituellement connu pour construire de telles solutions. En fait, ça nous pousse à apprendre des choses sur les équations que l'on manipule. C'est vrai pour les équations de Hamilton-Jacobi, où on a obtenu une nouvelle formule pour les correcteurs périodiques et une compréhension des trajectoires optimales associées. C'est vrai pour des équations elliptiques sous forme divergence, où on s'est rendu compte de régularité optimale dont on ne pensait pas, dont on n'avait aucune idée si elles étaient vraies ou pas. C'est vrai pour de telles équations quasi-linéaires, on voit apparaître des propriétés un peu curieuses des opérateurs de Schrödinger ou d'équations elliptiques semi-linéaires. Et c'est peut-être encore plus vrai pour des équations que je vais maintenant aborder très très rapidement, qui sont des équations complètement non linéaires. Alors ça, c'est encore moins dans le domaine standard. Et donc, je vais essayer de traiter un exemple. Donc, la problématique va être, et je vais passer directement, le fait que les limites ne soient pas perturbées par des défauts localisés sont assez liés à des inégalités complètement classiques qui remontent à Alexandrov, Backelmann, Pucci, Boni et je ne sais qui d'autre, bref, Krylov, enfin, démontré, redémontré une demi-douzaine de fois. Et donc, je vais directement me concentrer sur la question du correcteur. Je vais donc avoir un f de x d'une certaine matrice que je vais baptiser A, matrice symétrique donnée. C'est l'analogue du P. C'est maintenant, ça correspond maintenant aux dérivées secondes de la solution du problème macroscopique. Et je cherche un profil D de V. Donc là, je vais supposer qu'on a quelque chose de périodique. Et je vais simplement mettre au second membre f bar de A, ça sera l'hamiltonien effectif. Et ici, une perturbation F qui tend vers 0 à l'infini, donc régulier, qui tend vers 0 à l'infini. Pensez à support compact, ça suffira. Et en fait, une fois que vous savez gérer le cas support compact, il n'y a pas d'obstruction dans ce cas-là à avoir des choses qui décroissent rapidement. Alors, le f bar de A est déterminé par f bar de A. C'est l'unique constante
C pour laquelle j'ai une solution de f de x a plus d de v égale f bar de a, et v périodique, par exemple, de moyenne. Là, il s'agit de trouver un, donc je vais l'appeler V0, comme précédemment. Là, il s'agit de trouver un V qui est sous-quadratique. À nouveau, on a localement un comportement quadratique déterminé par A pour la solution macroscopique. Pour distinguer, il faut dire que c'est sous-quadratique. Le f est une opération, et donc une fonction qui dépend de x, mais surtout qui dépend de matrice M. Il y a le x, mais je l'oublie. Dépend de matrice M symétrique D croix D. Tout ceci, c'est dans RD. Et je suppose que c'est uniformément elliptique. Donc, je suppose régulier, ou en tout cas Lipschitz en M. Et qu'est-ce que ça veut dire uniformément elliptique? Ça veut dire que si je dérive par rapport à M, ce que vous avez est une matrice symétrique, si je ne regarde que des matrices symétriques, et que cette matrice, au sens des matrices symétriques, est comprise entre une certaine constante fois l'identité, mais plutôt avec un moins, parce que je réfléchis à ces équations comme si c'était un moins laplacien, et que cette constante, on peut toujours, par multiplication de l'équation, la ramener à 1, et une autre constante que j'appelle moins mu fois l'identité, où mu est plus grand que 1. Bien. Bon, alors là, ce problème-là va être un peu compliqué. Donc, que dire là-dessus? C'est que cette propriété vous assure que si je vous regardais f de m plus n moins f de m, ceci certainement se majore par le sup de moins trace de an pour tous les a compris entre l'identité et mu fois l'identité, et l'inf de moins trace de an sur toutes les matrices A qui sont comprises entre l'identité et mu fois l'identité. Donc des oscillations de cette fonction sont coincées par de tels opérateurs extrémaux introduits par Pucci. Donc celui-là, je l'appelle M- de A, bien que ce soit le plus grand, parce qu'il conduit à des sous-solutions, et celui-ci, je l'appelle M+, d'ailleurs c'est N, M+ de N. Bon, donc si on cherche à construire des solutions par perturbation de l'état périodique, on voit formellement, en soustrayant, je dis formellement parce que le V0 n'est pas toujours régulier, donc ce n'est pas comme ça, il ne faut pas vraiment soustraire, on voit que lorsqu'on soustrait les équations comme je l'ai fait dans le cadre linéaire, on est pris en sandwich avec deux opérateurs très particuliers, et que donc si on comprend ce qui se passe pour ces deux opérateurs, on est peut-être pas mal barré pour comprendre ce qui se passe pour une perturbation de l'état périodique. Alors, la situation est un peu compliquée, et je ne vais pas avoir le temps de vous en dire beaucoup. Je vais quand même vous raconter un petit peu et essayer de bien expliquer comment ça marche. On a déjà vu qu'il y avait des cas assez particuliers qui faisaient que la convexité
et des signes lorsqu'on a fait la différence. Donc si vous prenez un f qui est convexe et qui est tel que maintenant que j'ai fait la différence, j'ai un f de x de 0 qui est identiquement nul. Si vous avez pris l'équation pour v et l'équation pour v0, lorsque vous faites la différence, c'est simplement à dire que lorsqu'il n'y a pas de perturbation, l'état corrigé, c'est 0. Donc, lorsque vous avez f qui est convexe, donc premier cas, et que vous supposez que f est positif ou nul, si la dimension en tout cas est supérieure ou égale à 3, ça c'est un cas facile. C'est un cas facile parce que de par la convexité, je vais faire comme si c'était différenciable, mais ça n'a pas vraiment d'importance. De par la convexité, le f de x et de a est certainement supérieur à un certain moins aij. Enfin, celui-là, je vais l'appeler m, moins aij mij, où les aij sont périodiques, réguliers, et enfin trace de aij mij, où les aij sont périodiques réguliers et eux-mêmes compris entre l'identité et mu fois l'identité. Ça, c'est lié à quoi? C'est toujours l'inégalité de convexité. Hein. Vous prenez un truc qui est dans le sous-différentiel de la fonction convexe en 0, l'inégalité de convexité vous assure que vous avez une telle inégalité. Et donc, pour trouver un correcteur, c'est v moins v0 égale à u, bien, vous avez comme f est positif ou nul 0 qui est sous solution. Et vous avez une sursolution en résolvant l'équation elliptique moins trace de aij diju égale moins trace de aij diju égale à f. Et ceci se comporte comme le Laplacien parce que les aij sont périodiques. Donc là, il faut faire pour savoir que l'on peut résoudre ce problème dans l'espace tout entier, c'est-à-dire que l'on a une décroissance de la fonction de Green pour un opérateur à coefficient périodique. Il faut faire appel à des résultats, parce que le comportement en temps long, ça revient à longue distance, ça revient à faire l'homogénéisation. Il faut se servir de résultats de Avalinadin qui vous donne que pour de tels coefficients périodiques, des résultats déjà assez anciens, basés sur toute la théorie de l'homogénéisation, qui vous disent que pour des coefficients périodiques réguliers, à ce moment-là, la fonction de Green de cet opérateur à coefficient périodique se comporte à l'infini comme le Laplacien. Et donc, on peut résoudre des équations comme si c'était un Laplacien avec un f positif ou nul et trouver un u positif ou nul sans problème, ou en tout cas un u bar positif ou nul, qui est donc une sursolution du problème, et à nouveau, on sait construire un état. Donc toujours, on a observé que convexité-positivité, le couple convexité-positivité, quel que soit le problème qu'on regarde, ça marche toujours. Bon. Est-ce qu'il y a un problème sur les signes? Alors déjà, si f est régulier, vous voyez bien que les deux opérateurs extrémaux qui sont ici, ne sont pas dérivables. Hein, c'est comme des valeurs absolues. C'est quelque chose qui n'est que lipschitien. Donc là, ce que je dis là ne s'applique pas aux opérateurs extrémaux. Donc si je suppose que f est régulier et que f est petite sans signe, f petit, alors, toujours pareil, le théorème des fonctions implicites assure qu'il existe une solution qui tend vers 0 à l'infini. Donc si f est positif ou nul et f est convexe, la conclusion c'est qu'il existe, et il y a d'ailleurs unicité, une solution qui tend vers 0 à l'infini. Bon.
Donc, s'il y a une obstruction, c'est lié à la taille. En fait, il n'y a pas d'obstruction, mais il n'y a pas de solution qui tende vers 0 à l'infini. Et on a des solutions qui vont avoir des comportements polynomiaux à l'infini avec le mauvais signe. Donc, dans le cas général, eh bien, il faut commencer par prendre un exemple. Donc, typiquement, si on peut se concentrer sur un exemple, c'est un exemple convexe avec des f négatifs ou nuls. C'est toujours là où ça se passe mal. Donc, plutôt que de faire convexe avec f négatif ou nul, ça c'est convexe, c'est un sub de truc linéaire, ça c'est concave. Je vais regarder concave avec f positif ou nul. Donc, l'exemple, c'est dire, est-ce que je peux résoudre m plus de u égale à f? Avec u sous-quadratique et f positif ou nul. Et en fait, cette question-là, on sent bien que c'est assez lié, tout ce qu'on raconte, c'est quand même très lié au comportement des fonctions de Green. Bon, alors évidemment, on est d'un opérateur non linéaire, fonction de Green, c'est pas très bien défini, mais si vous pensez, de toute façon, cet opérateur M+, je rappelle sa définition, donc M+ de U, c'est l'infimum sur toutes les matrices A comprises entre l'identité et moins mu fois l'identité de traces, de moins traces de A des 2U. Bon, on voit bien que c'est un opérateur, c'est une non-linéarité qui est positivement homogène de degré 1, bon, qui est concave, mais ça, on s'en moque. Cette non-linéarité étant positivement homogène, la taille de f ne joue aucun rôle. D'autre part, par changement d'échelle, vous pouvez changer d'échelle f. Donc construire une masse de Dirac ou dire f, je le prends comme étant la fonction indicatrice d'une certaine boule que je peux toujours choisir être de rayon 1, par changement d'échelle, je peux bouger le rayon. Par homothétie, je peux changer 1 en n'importe quelle constante. Et donc, si vous pensez, vous avez une toute petite boule et vous mettez un 1 sur epsilon puissance d devant, vous avez quelque chose qui ressemble à une masse de Dirac. Bon. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ça, c'est presque aussi bon que de prendre une masse de Dirac et de regarder, et d'essayer de regarder une sorte de fonction de Green. Et donc, dans cet exemple, on peut se dire, après tout, f est à symétrie sphérique, je cherche U radial. On va essayer de construire explicitement la solution pour voir comment ça marche. U radial, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Comment on calcule ça? Vous voyez que, évidemment, trace de AB, vieux arguments sur les matrices, on peut toujours choisir une base qui diagonalise des 2U, et puis ensuite, les A, par optimisation, vont être soit l'identité, soit mu fois l'identité, suivant le signe des valeurs propres. Alors, lorsque je prends la matrice hessienne d'une fonction radiale, qu'est-ce que j'ai comme valeur propre? Eh bien, ce que j'ai U seconde comme, fonction propre, comme valeur propre, oui. J'ai U seconde comme valeur propre de D2U avec une multiplicité 1, et j'ai U' sur R qui est valeur propre avec une multiplicité D-1. C'est parce que U est constante sur les sphères, et d'où cette... propriété tout à fait
élémentaire. Ensuite, je m'attends à quoi comme comportement? Idéalement, j'ai une fonction radiale. J'aimerais bien qu'elle soit positive. En tout cas, je m'attends à ce qu'elle soit décroissante. Effet du principe du maximum. Je m'attends à ce qu'elle soit décroissante. Et j'aimerais bien qu'elle tende vers 0 à l'infini. Ça veut dire qu'elle démarre concave et qu'à un certain rayon, elle passe convexe. Bon, il y a des raisons pas très compliquées pour comprendre que le rayon de transition entre la zone de concavité et la zone de convexité, ça doit être 1. C'est le 1 qui est ici. Bon, alors maintenant, traduisons ceci. Donc, si j'écris ceci, c'est l'inf de moins a u seconde pour tous les a compris entre 1 et mu, plus l'inf avec un d-1 devant, sur d'ailleurs un sur R qui sort, et l'inf de moins a u' sur, à nouveau, tous les a qui sont compris entre 1 et mu fois l'identité. Bon, si vous aviez de Laplacien, vous auriez moins u seconde moins d-1 sur R u', le Laplacien en coordonnées sphériques, en coordonnées, enfin, pour les fonctions radiales, asymétrie sphérique. On a un opérateur non linéaire, ben vous avez deux inf sur les u secondes et sur les u' sur R. Alors, dans le cas concave, ici, qu'est-ce qu'on récupère? Dans le cas concave, eh bien, u moins u seconde est donc positif ou nul, l'inf c'est 1. Okay? Donc ici, vous avez moins u seconde. Si u est décroissant, moins u' est positif. Si moins u' est positif, cet infimum est partout égal à 1. Enfin, est atteint pour a égale à 1. Donc tout ça, c'est d-1 sur R moins d-1 sur R u'. Donc ici, vous avez à l'intérieur de la boule de rayon 1, vous attendez à avoir le Laplacien. Et à l'extérieur de la boule de rayon 1, ben, c'est changement de signe de u seconde, le A bascule de 1 à mu, et vous attendez à avoir moins mu u seconde moins d-1 sur R u', comme opérateur. Bon, U certainement est défini à une constante près. Alors je vais normaliser pour que U de 0, ça va être 0. Et je résous moins Laplacien U égale à 1 en radial dans la boule de rayon 1. En démarrant en 0, ah ben la solution, on la trouve à vue, c'est U de R égale moins R2 sur 2D. Parce que lorsque vous prenez les dérivées secondes, bah, c'est moins les dérivées secondes, et vous avez des fois les dérivées secondes à cause du Laplacien, bah, vous récupérez ce qu'il faut, à savoir 1. Donc, ça y est, vous avez une solution. Après, en 1, il faut que les choses se recollent. Ouais, c'est pas très malin d'avoir fait ça, mais enfin bon. Plutôt que de normaliser en 0 ici, j'aurais mieux fait de normaliser en 0 là. Mais bon, peu importe. Donc, moins R2 sur 2D. Je vais maintenant construire, pour R plus supérieur ou égal à 1, je dois construire moins U seconde, moins D-1 sur R, U' égale à 0. C'est une équadif. J'ai besoin, ça va être, il y a deux solutions. Bah, c'est une combinaison linéaire de ces deux solutions. Il y en a une qui est triviale, ce sont les constantes, et je n'ai plus qu'à en trouver une autre. Vous voyez bien qu'en divisant par mu, ça correspond à dire que j'ai une dimension effective qui est grand D-1 égale D-1 sur mu. Et que pour de tels opérateurs de style Laplacien en dimension grand D, pas nécessairement entière, mais enfin bon, peu importe,
on sait qu'on peut chercher U sous la forme CR à la puissance alpha. Dire que U tend vers 0 à l'infini, ça correspond à alpha négatif. Bon, alors on cherche. La constante sera un ajustement, donc je cherche U tilde égale R puissance alpha, c'est linéaire. Et donc vous voyez que la première, le U seconde, ça fait moins mu alpha, alpha plus 1, et le U prime sur R, ça fait moins D moins 1 alpha. Je cherche alpha différent de 0, étant entendu que, comme toujours, les puissances nulles, c'est les logs. C'est toujours la même convention. Les puissances nulles dans ce genre de calcul, ce n'est pas les constantes, on les a déjà. Les constantes, on les a mises de côté, c'est le log. Si ça vous trouble, cette histoire, pensez toujours que si vous regardez R epsilon, vous lui retranchez une constante et vous divisez par epsilon, ça tend vers log R. Donc c'est pour ça que les petites puissances, c'est des logs. Bon, alors, quoi qu'il en soit, si je refais ce calcul-là, donc le alpha, je le vire, ça vaut 0, donc ça fait D-1. Et donc cela veut dire que alpha, je prends des risques, je vais beaucoup trop vite, donc D-1 sur mu. Et donc, où en étais-je? J'en suis en train de dire que alpha est égal à moins 1 donc attendez, moi là je fatigue et je vais trop vite, égal à 0. Donc on va faire ça plus doucement. Donc ça veut dire alpha plus 1, parce que ce calcul est absolument crucial. Si je me plante dans ce calcul, c'est pas bon. Moins D moins 1 sur mu, je pense. Et donc alpha, non parce que là j'ai toujours un alpha qui est négatif et ça c'est fou. Donc, où est-ce que je... Pardon? C'est alpha, alpha moins 1. Merci. Je suis sauvé. Alpha moins 1. Et donc, on a que alpha est égal à 1 moins D moins 1 sur mu. Voilà. Et pour conclure, il me reste 8 minutes. Pour conclure, là, on voit que ça dépend de cette constante mu, le comportement. En effet, si mu est plus petit que D-1, si mu est plus petit que D-1, on a une fonction qui est effectivement mu plus petit que D-1, ça veut dire que D-1 sur mu est plus grand que 1, et donc ce coefficient est négatif. On a donc une solution qui décroît, et qui décroît en remontant par une constante qui décroît vers 0 à l'infini. Donc là, on est content, c'est comme si on avait des fonctions de Green qui tendent vers 0 à l'infini. Donc ce cas-là devrait être simple. Il faut néanmoins le conclure, parce que je dis comment je construis ma solution. J'ai trouvé donc un alpha négatif. Je cherche une constante C1 plus C2, et j'ai deux conditions. Certainement, si alpha est négatif et que C1 est positif, c'est une fonction qui est décroissante. C'est une fonction qui est décroissante et qui est convexe. Donc ça sera OK. Donc le signe de C1 est absolument crucial. Comment on connaît le signe? C'est qu'il faut recoller. Il faut recoller en disant que les valeurs de U se recollent en R égale à 1. Ça donne la constante C2. Mais surtout que les valeurs de U' se recollent en R égale à 1, c'est-à-dire moins 1 sur D, égale C1 alpha, 1 à la puissance alpha moins 1, ça fait 1. Et j'obtiens un C1 qui est négatif ou nul. Donc, ah non, alpha est négatif, pardon. Je fatigue. Donc ça entraîne C1 positif, puisque alpha est négatif. Et donc, c'est la bonne solution, et ensuite on a juste C2 pour recoller les valeurs de U. Et donc maintenant, en remontant la valeur de 0, j'ai une solution qui a ce comportement-là,
et qui se comporte en 1 sur R à la puissance moins alpha à l'infini. Ça, c'est le cas simple, mu plus petit que D-1. En revanche, si mu est plus grand que D-1, à ce moment-là, la solution va se comporter comme étant moins C1, vous changez le signe de alpha, et donc vous allez devoir changer le signe de C1 en recollant les dérivés, plus C2. Et à nouveau, ceci est parfaitement licite, parce que ce que vous avez ici est un profil en moins R puissance alpha. R puissance alpha, alpha est compris entre 0 et 1 dans ce cas-là. Donc c'est une fonction, c'est moins une fonction concave, c'est-à-dire une fonction convexe, c'est bien une fonction décroissante, c'est la solution. Mais dans ce cas-là, donc ça c'est la solution correspondant à mu plus petit que D-1. Donc vous voyez, c'est un calcul totalement explicite. Tandis que pour mu plus grand que D-1, eh bien, le type de comportement que vous avez, c'est quelque chose comme ceci, d'accord, R2 sur 2, et puis à un moment donné en 1, ça bascule et ça tend vers moins l'infini, doucement. Et ça se comporte comme du moins R puissance alpha à l'infini, avec une constante. Pensez à moins 1 sur 2pi log x, hein, la fonction de Green de Laplacien en dimension 2. Eh bien, c'est effectivement quelque chose qui est positif pour R inférieur ou égal à 1 et qui ensuite est négatif et se comporte en moins log, c'est le cas alpha égale à 0, et c'est le cas mu égale D-1 en dimension 2. Hein, en dimension 2, D-1 ça vaut 1, ça veut dire mu égale à 1, c'est le Laplacien. Donc vous retrouvez le comportement de la fonction de Green pour le Laplacien en dimension 2, comme cas très très particulier de ce calcul totalement élémentaire. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, et je m'en débarrasse maintenant, c'est que si l'écart des valeurs propres dans la non-linéarité n'est pas trop grand, ben, le problème est simple, parce qu'on va pouvoir travailler avec des sursolutions comme ceci grâce à l'encadrement dont je vous ai déjà parlé avec les opérateurs extrémaux. Donc, troisième cas, si c'est mu est plus petit que D-1, est strictement supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que D est supérieur ou égal à 3, à ce moment-là, il existe une unique solution qui tend vers 0 à l'infini. Et sa décroissance est au pire comme ce 1 sur R à la puissance alpha. Le quatrième cas est beaucoup plus méchant. C'est si mu est plus grand que D-1, à ce moment-là, il existe une solution qui n'a pas de signe, même si f est positif ou nul, ou négatif ou nul, qui change de signe et qui croît. Il existe une solution U, c'est pour la différence, est telle que U de x soit majoré par Cx à la puissance alpha à l'infini, pour x grand. Le alpha étant le alpha que j'ai écrit il y a un petit instant, à savoir 1 moins mu sur D-1. 1 moins D-1 sur mu. Donc c'est certainement sous-quadratique, c'est même plus précis que ça. Alors ça, c'est pas agréable, et je vais arrêter là. C'est pas agréable à construire. Pourquoi ? Ce n'est pas agréable à construire parce que c'est des solutions non bornées qui changent de signe. Donc, tout argument basé sur des sur- et des sous-solutions va s'effondrer. J'en veux pour preuve que si prenez la fonction indicatrice de la boule, vous avez trouvé une solution définie à une constante près, mais qui coupe, comme ceci. Si vous prenez deux fois cette solution et que vous la faites couper au même endroit, bah vous voyez qu'au début, elle sera bien plus grande, là c'est plutôt 30% en plus, mais dès que ça a coupé, elle est en dessous. Donc il n'y a pas de comparaison, les choses se croisent naturellement.
et que même si vous variez avec les constantes, vous êtes fichu, ça se croisera toujours. Ouf, ça ne se comparera pas, mais en fait, ça se croisera. Bien. Alors, comment faire? Bon, si on prend un exemple, et ça suffira, si je prends donc l'opérateur M+, toujours l'opérateur de inf, et que je veux résoudre ça égale positif ou nul dans RD, comment je peux espérer m'y prendre? Bon, je suppose que f est strictement positif, et que donc f, je peux toujours penser qu'il est compris entre delta fois une petite boule, à une translation près. Je vais mettre gamma ici, et une grande boule, si f est un support, je vais prendre un f positif ou nul, un support compact. Dès que f est non nul, je peux trouver des constantes comme ceci, parce que là où c'est non nul, et je mets mon origine là où f est non nul, à un endroit où f est non nul, eh bien, certainement, par continuité, je peux glisser une petite fonction indicatrice par-dessus, par-dessous. Et donc, maintenant, si j'essaie d'approcher le problème précédent par un problème dans des boules, avec UR sur le bord de la boule égale à 0, de sorte que j'ai un UR qui est positif ou nul. La comparaison qui est là, pensez à la fonction indicatrice de la boule. Donc j'ai une solution qui se comporte comme ceci, et qui se comporte en moins R puissance alpha. Donc si vous voulez qu'elle touche, là, disons qu'elle coupait en 1. Si vous voulez qu'elle coupe en R, bien ce qu'il faut faire, c'est monter cette courbe pour faire couper en R. Et typiquement, vous devez monter de combien? Vous devez monter de quelque chose qui est d'ordre R puissance alpha. Donc la solution de ceci, par comparaison avec le calcul explicite fait, montre que les UR de 0, que UR en tout cas localement près de 0, mais en tout cas en 0, est compris et d'ordre R puissance alpha. Explose en R puissance alpha. Donc la question, c'est de dire, bon, il faut que je retranche cette constante. Mais si je retranche cette constante ailleurs, que fait ma solution? Parce que je retranche une constante infinie. Donc il faut être sûr que si maintenant je suis en train de construire un objet, je le normalise pour que ça fasse 0, mais il ne faut pas que ça casse plus loin. Parce que je retranche des constantes énormes. Donc c'est là qu'il y a tout un argument, une mise en place d'un argument assez général, qui consiste à dire que pour des équations comme ceci, on peut contrôler de bout en bout les solutions à une constante près. Et on le fait par morceaux. Alors, donc, de manière un peu rapide, c'est de dire, supposer que le support de f soit contenu dans une boule de rayon 1, par exemple. Déjà, le sup de UR sur la boule de rayon 1, qui est certainement plus grand que le sup sur la sphère de rayon 1, est majoré, ça c'est l'inégalité de Harnack, qui est valable pour de telles équations, par une certaine constante qui ne dépend que de f. Et c'est majoré par l'inf sur B1 sur la sphère, plus une constante. Et donc vous voyez que tous ces trucs se comportent comme du R puissance alpha. Mais ils se comportent tous comme la même constante fois R puissance alpha. Okay? Puisque bien entendu, l'inf est majoré par le sup. Donc l'écart entre tous ces objets-là est borné et ils explosent tous ensemble. OK? Donc ça, c'est la première observation. Et ça, c'est l'inégalité de Harnack. Et la deuxième observation, et je vais conclure là, c'est de dire que si je suis en dehors de la boule de rayon 1,
j'ai l'équation m plus de u égale à 0, et j'ai 0 sur la boule de rayon R. Et ici, par-dessus, j'ai le sup sur la sphère, et par-dessous, j'ai l'inf sur la sphère. U est compris sur la sphère entre ces deux valeurs. Et donc, par comparaison, non plus sur la solution globale, mais sur ce bout de solution libre, là j'ai plus de f. Si j'avais encore une petite trace de f, il faudrait que je fasse le calcul beaucoup plus fin, mais eh bien, je sais automatiquement que U est compris entre la solution radiale qui passe du sup de U sur S1 à 0 et la solution radiale qui passe de l'inf à 0. Et ça, c'est quoi? Mais on sait que c'est des constantes sup de U sur S1, c'est des constantes moins x à la puissance alpha, j'ai des constantes. J'ai certainement un R alpha moins x puissance alpha parce que ça s'annule en grand R. Et ici, j'ai R puissance alpha moins 1, puisque c'est en 1 que je dois trouver sup de U. Ça, c'est une solution de la même équation, et les conditions aux limites sont plus grandes. Quant à ceci, c'est inf de U, et puis c'est la même expression avec R puissance alpha moins x puissance alpha sur R puissance alpha moins 1. Et en fait, c'est le fait que ce qui permet de conclure, ça c'est donc le principe maximum, ce qui permet de conclure, ce n'est pas tant qu'on ait des signes, c'est qu'on ait des comportements polynomiaux. Et la caractéristique du comportement polynomial, c'est que vous voyez que lorsque vous avez un rapport comme ceci, eh bien, ça tend vers 1. Et c'est ça qui est absolument crucial. De sorte que maintenant, si vous cherchez à contrôler U moins le sup, on sait que sur la boule de rayon 1, U moins le sup de U sur la sphère, on a déjà vu, d'après les inégalités précédentes, que c'était borné. Donc ça, c'est localement borné. Et j'essaie de comprendre quel est son comportement loin, de façon à construire une solution qui n'explose pas, qui ne soit pas super quadratique. Donc maintenant, si je fais cette inégalité, je récupère quoi? Bien, je récupère sup de U sur S1. Vous voyez que les R alpha s'en vont et je vais récupérer 1 moins x alpha, qui est négatif ou nul d'ailleurs, qui est négatif, c'est moins x alpha, et divisé par, et le R alpha, je vais le mettre ici. Donc ça, c'est un sup sur UR, et le R alpha, moins 1. Tout ça, c'est pour des x plus grands que 1. Donc maintenant, cette oscillation dont je veux obtenir une borne, eh bien, je peux la majorer parce que je sais que tout ceci, ça se comporte comme du R puissance alpha. C'est le décalage, le processus de sandwich. Et donc, quand R tend vers l'infini, ceci se majore par C0 fois constante 1 moins x puissance alpha. Et donc là, vous avez maintenant une borne absolue sur U. Même chose de l'autre côté, et vous obtenez en fait un comportement de U qui est en moins x puissance alpha à l'infini. Alors, c'est un argument qui est en fait très, très général. Vous pouvez vous en servir même pour des équations linéaires. Qui consiste à dire l'uniforme ellipticité joue pour dire que localement, les sup, les inf, c'est tout la même chose. Et ensuite, vous vous servez des solutions explicites pour contrôler les oscillations entre ce qui se passe sur une boule de rayon 1 et ce qui se passe loin. Et ça vous fait sortir les comportements polynomiaux des solutions explicites par simple propriété des polynômes. Ça serait, s'il y avait des décroissances beaucoup plus rapides, ce genre de choses ne marcherait pas.
Donc, quand il y a des changements de signe pour les fonctions de Green, ça se produit de manière polynomiale. Et puis voilà, c'est ça la règle. Pensez en dimension 1, ben, la fonction de Green de moins u seconde égale delta 0, c'est moins la valeur absolue de x. Hein, donc, c'est avec un demi. C'est effectivement polynomial. Et c'est la pire décroissance. Toutes les autres se réduisent. Bien, donc là encore, on apprend des techniques un peu nouvelles. Je suis désolé, dans ces cours, comme les cours avec mes opérations, les cours ont sauté. Du coup, je suis conscient d'être allé trop vite, d'avoir sauté plein d'étapes qui ne sont sautables que si on a passé beaucoup de temps sur ces problèmes. Donc, désolé pour ça. Mais je voulais au moins vous donner l'essentiel des idées sur ces thèmes. Merci aussi de ne pas vous être perdu dans les dates changeantes, fluctuantes, avec les interruptions, etc. Je ne sais pas comment vous avez fait. Moi, je serais venu les mauvais vendredis, il n'y aurait personne, pas venu les bons vendredis. Enfin, vous avez toute mon admiration. Alors, en tout cas, séminaire dans un petit moment. Je souffle un peu et merci.